Bonjour, et c'est parti pour un nouvel épisode de Je range mon bureau, c'est le numéro 38. Et sur mon bureau, ici, dans une autre maison, il y a un certain nombre de livres, tous en français, dont je vais vous entretenir. La raison pour laquelle il n'y a pas de livre en anglais en ce moment, pour lequel il n'y a pas de livre en langue étrangère d'ailleurs, c'est que d'une part, je suis engagé dans un très long chantier de lecture qui est la fresque normalement en 27 tomes, mais seulement 5 tomes publiés à ce jour de Mark Z. Danielewski, The Familiar, j'ai mis un peu en suspens, que juste en fin de semaine dernière, j'ai commencé à lire le Dr. Faustus de Thomas Mann en allemand. J'ai laissé ça entre parenthèses parce que là je suis en déplacement. Et du coup, eh bien, il y a pas mal de livres en français qui sont venus s'ajouter. Et en l'occurrence ici, il y a quoi, décidément? Il y a Klonk et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau, parce que mon épouse vient de le lire, et donc on a racheté un exemplaire parce qu'on était en déplacement, et voilà, donc on l'a acheté à la librairie Campus à Dax, et je ne pense que je n'ai plus besoin de présenter Klonk et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau, mais pour le plaisir, je vais en lire un extrait. Tiens, où est-ce qu'il est, le Formicargo? Je sais plus, il faudrait que je le retrouve. Là, non. Dans la cuisine de ma grand-mère, explique que Podostrog, il y avait une table en formica, exactement comme celle-ci. Je comprends. Et dans son jardin, il y avait des escargots. D'accord. Alors dans mon esprit, les deux sont liés. J'ai d'ailleurs parfois le souvenir d'un escargot dans la cuisine et d'un jardin regorgeant de tables en formica. Pardon, dit Ogrim, mais ici il ne s'agit pas de toi. Il y a bien devant nous un escargot lié à une table en formica. Formicargo, répond Podostrog, manifestement satisfait de sa trouvaille. Et donc c'est juste un extrait du milieu du chapitre 68, et le chapitre 68 est séparé du chapitre 69 par ce dessin de Claire Morel, qui représente un formicargo. Klonk et ses dysfonctionnements chez Louise Bottu. Également chez Louise Bottu, et ça fait un certain temps que je voulais le lire, et ça y est, je l'ai lu, La Rhapsodie curieuse d'Alexander Dikov. Alors je m'excuse pour la prononciation du nom si je ne prononce pas correctement le nom de l'auteur. Un texte complètement étonnant, avec une épigraphe de Benjamin Fondane, Rhapsodie curieuse, et le sous-titre c'est Diospyros kaki, et c'est un texte qui en fait parle des kakis, du fruit du plaque-minier, et qui est une sorte d'élucubration savante, de poème, en fait vraiment de poème au sens d'une construction, d'une fabrication. C'est vraiment le genre d'objet, de texte que j'aime beaucoup. Moi, j'avais écrit moi-même il y a déjà quelques années sur Twitter une série de textes un petit peu comme ça, pas comme ça, et pas du tout comme ça, hein, je veux dire, sur les nèfles et sur les néfliers. Et alors c'est intéressant, du coup ça, forcément c'est un texte sur les kakis, sur les plaquemines, donc on travaille sur des fruits qui ne sont pas les fruits de consommation courante les plus évidents. Et évidemment, ces fruits sont aussi et surtout des signifiants. Et donc, Alexander Dikov, il fait un véritable travail d'écrivain dans des sortes de parties qui sont presque comme des essais ou comme des discussions ou des conversations qui ne portent pas de titre, mais il y a combien de parties? Il y a 3 parties. Autour de la plaquemine ou du kaki, alors avec des variations sur les différentes espèces de kaki, ou variétés de kaki, mais celle qui vraiment donne son sens au livre, une très jolie couverture d'ailleurs, aux éditions Louise Bottu, toujours d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est le Diospyros kaki. Voilà, donc c'est un texte qui m'a beaucoup plu, qui est très chouette, que je recommande, qui n'est pas forcément d'un abord enfin qui n'est pas le genre d'objet textuel que la plupart des gens lisent, mais moi je trouve ça très très bien. C'est, j'allais dire, dans une sorte de reprise du chantier ou de l'atelier textuel de Francis Ponge, mais ça ne fait pas tellement penser à Francis Ponge dans le travail de l'écriture, dans le travail du lexique et du motif, oui, mais pas tellement dans le travail de l'écriture. Donc je ne veux pas simplifier en ramenant en quelque sorte, ou en simplifiant, ou en réduisant le travail de Dikov à Ponge. Alors qu'est-ce que je voulais citer? Je voulais citer la page 38 par exemple. Je regarde le hachia, je le retourne et le pèse, il n'est pas prêt. Puis je m'occupe des spaghettis qui se retournent, et puis je regarde le kaki. Je le palpe, il n'est pas prêt, et je corrige 3 copies. Et je pousse doucement sur la peau très orange qui ne cède pas. Je tire vainement un peu sur le calice qui, à mesure que le fruit blêtit, s'enlève plus facilement.
Je vautoure autour de temps à autre. On pourrait glisser le fruit en un sac en papier marron parmi quelques poires ou pommes ou bananes pour le mûrir plus vite en sucre. Je patiente, je vaque, je m'efforce mal d'éviter les attouchements. Autant de préliminaires, c'est bien avec la langue qu'on goûte de toutes les manières. Et pour expliquer le titre, Rhapsodie curieuse, il prône la rhapsodie, c'est-à-dire le discours par Sceaux et Agamben, comme aurait dit Montaigne, c'est-à-dire la digression comme modèle même d'écriture. Donc moi ça ne me gêne pas. Et page 57. Certains fruits se consomment comme des amours. Le kaki est un fruit pour des curieux. Il ne vient pas te plaire, il s'explore. Tenter, patienter, répéter l'expérience. Vivre, c'est un entêtement. L'inconnu ne se donne pas, il se prend. Creuser la question, avec une cuillère, avec les dents. Je mange aussi la peau, quoi qu'on la dise indigeste. Elle est parfois fine et insensible presque, et quelquefois elle gêne. Chaque fruit diffère dans sa façon. Et le passage que j'aurais voulu lire, il y a tout un long passage sur les nèfles aussi, parce que je parlais du lien que moi j'avais fait en lisant ça avec un texte que j'ai moi-même écrit sur les nèfles. Et entre la page 23 et la page 27, il y a en fait une sorte de digression, de parenthèse dans la parenthèse, autour des nèfles, des mêles, avec une référence explicite et une réécriture même de Rabelais et de l'année des grosses mêles de Rabelais. Pour ceux qui sont intéressés par les réécritures de Rabelais, c'est aux pages 24-25. Je vous invite vraiment à aller lire cette rhapsodie curieuse d'Alexander Dickov. Ce que je voulais lire, c'est la référence à l'expérience même du fruit, parce que ce livre, il est très beau, il est très réussi, parce que vraiment, il parle à notre expérience de mangeur de kaki. Donc, en fait, il y a des lecteurs connaisseurs de kaki et des lecteurs non connaisseurs de kaki, ils ne liront pas le livre de la même manière. Et ce qui frappe beaucoup dans le kaki, c'est pour peu qu'on l'ait quand même un peu pratiqué, il se trouve que mes parents ont à Cagnotte des voisins, à Cagnotte dans les Landes, Cagnotte c'est le nom d'un village, mes parents ont un voisin qui a un plat minier et qui leur en donnait beaucoup à une époque. Et on a donc souvent fait l'expérience désagréable d'avoir tenté de consommer le kaki trop tôt, c'est-à-dire pas assez mûr, c'est-à-dire en fait pas pourri. Le kaki, ça se mange très blé, il faut vraiment que ça soit très foncé de couleur, que ça soit très mûr, parce que si on le mange pas, si on le mange juste mûr, en apparence, c'est très rêche et c'est pas bon du tout. Et alors, Alexander Dickov le dit beaucoup mieux que moi. Je le lis, page 21. Il vaut plus vous procurer les hachis à mûr à justesse, quand les chairs encore strictes et solides reluisent dans l'oranger à très mat jaune reflet ressemblant à un intérieur chez certaines courges. Mais ne mangez pas pour ce moment les hachis, patientez, car pour peu que vous mangiez ça alors, donc vous ne ressentirez pas sucré, mais un empâtement gourd et rêche à la langue, se coller autour les intérieurs de la mâchoire, et vous devrez comment désincruster cette mince pâte de partout votre bouche. Parfois dit-on râpeux ou âpre, mais âpre, c'est comme une saveur. Tandis que le tanin, parce qu'il s'agit de ça, n'a pas bien de la saveur vraiment. Le tanin se classe parmi les astringents, en ce qu'il force les tissus de se resserrer, et de là la cotonneuse sensation de gencives rapetissées. Vous voyez, c'est une très belle langue, hein. Râpeux, rapetissé, âpre, enfin, c'est vraiment très beau. C'est un très beau texte. Je lui ai consacré trop de temps, mais pas assez par rapport à la valeur du texte, jamais assez par rapport à la valeur du texte. Rhapsodie curieuse, Alexander Dickov. Sur mon bureau, là ça va être vite expédié parce que je ne l'ai pas lu, un livre que mon père a récupéré dans une boîte à livres, Les contes parodiques et licencieux du XVIIIe siècle. C'est un livre qui est très mal fait en fait, c'est un livre qui ressemble à peu près à rien et qui malgré tout a été publié en fait aux presses universitaires de Nancy il n'y a pas si longtemps que ça, en 1987. Mais les presses universitaires de Nancy en 1987, ils réussissaient à faire des livres tout pourris, excusez-moi de le dire comme ça, qui se retrouvent donc dans des boîtes à livres, textes réunis et présentés par Raymond de Robert. Alors en fait, il y a par exemple l'histoire du sultan Misapouf dedans, qui est un grand classique de la littérature érotique du XVIIIe siècle. Donc je n'ai pas lu ça, mais je vais vous lire le début du dernier conte qui s'intitule Brochure nouvelle. C'est pas un titre très affriolant a priori, mais le début est rigolo, j'ai pas continué. Donnons dans la féerie, puisqu'elle est à la mode. Mais si vous croyez, lecteur désœuvré que vous êtes, si vous croyez lire un conte de fées uniquement conte et véritablement fait, je vous demande pardon. Je n'en ai jamais lu, moi qui vous parle. Et si je ne connais point de modèle, comment puis-je en suivre?
Je me suis engagé, je ne sais pas trop pourquoi, à remplir autant de pages qu'il en faut pour former une de ces brochures qu'on prête ou qu'on laisse traîner tout l'hiver sur la tablette de sa cheminée. Si ma brochure ressemble à tant d'autres, qu'elle sache bien vite qu'il n'y a pas loin de la tablette au feu. Or écoutez si vous en avez envie, car je ne force personne. Je trouve cet incipit d'un écrivain anonyme, je pense, parce que l'appareil critique est nul, on n'arrive pas à comprendre qui a écrit quoi. Oui, cet incipit en fait d'un auteur qui dit bah, lisez ça et puis vous êtes tranquillement installé au coin du feu, balancez-le dans le feu s'il vous plaît pas. Je trouve ça très léger, très intéressant dans le pacte de lecture, très 18e siècle, certes, mais très chouette. On poursuit avec 2 livres des éditions du Réalgar, collection L'Or Piment, et on sait que si on me suit, si on suit les vidéos de Je range mon bureau, que les ouvrages de la collection L'Or Piment m'accompagnent depuis quelques mois et que j'ai décidé un petit peu de les ouvrir au fur et à mesure. J'en ai encore plusieurs sur ma pile de livres à lire, mais je ne les lis pas tout d'un coup, je me les distille un petit peu. Et donc là, cette semaine, j'en ai lu 2. Ce qui s'est passé de Peter Král, grand écrivain tchèque, notamment, principalement d'expression française, avec des peintures de Vlasta Voskovic, et 380 jours pour une apocalypse de Mae Boissel, avec des dessins de l'auteur. Je vais commencer par celui-ci. C'est une sorte de long poème qui imagine l'apocalypse, qui imagine la fin du monde actuellement, avec des dessins qui hésitent entre la noirceur et la noirceur un peu carnavalesque. Donc je commence par les dessins, je montre les dessins de Mae Boissel. Voilà, ça c'est un petit peu le modèle un peu, je dirais, gothique revisité, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas critique d'art comme on l'a compris, avec des allusions à des codes picturaux qui sont des codes plus de la fin du 19e siècle, les symbolistes, mais avec des techniques qui sont des techniques, finalement peut-être des techniques plus pauvres, entre guillemets, qui donnent finalement, je trouve, plus d'impact à ces dessins qui sont très très bien, et qu'il y en a beaucoup, et qui accompagnent le texte. Et donc c'est une apocalypse, ça raconte une apocalypse, une fin du monde, et j'avais un papier, je m'étais fait une anti-sèche. Oui, ça m'a rappelé par moments Franck Etienne, la grande geste de l'oiseau schizophone de Franck Etienne, mais c'est peut-être parce que je l'ai relu récemment, il n'y a pas forcément de lien textuel ou formel. Mais par exemple, je m'étais noté, voilà, ça c'est merci à mon post-it, je m'étais noté que par exemple, si on essaie de réfléchir au lien entre les illustrations, entre les dessins et le texte, par exemple ici on a ce dessin qui représente ce personnage un peu diabolique avec une tête rouge, et en face on a ce texte-ci. La tête ailleurs plante des ronces, l'envers de mon chagrin, va le long d'écorce. Vie brève échéance d'âme, c'est le chemin que l'on défonce, lorsqu'on écorche mon nom. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de lire ce texte en regard, comme un texte en regard, c'est-à-dire qui nécessite de regarder ce qui est en face, ce qui est à côté, selon un principe de symétrie, asymétrie assez classique dans ce type de livre. Mais ce qui est très intéressant, c'est les jeux d'écho en fait diffractés. Et par exemple, à la page 36, donc beaucoup plus loin dans le poème, c'est un recueil qui fait à peu près une soixantaine de pages, hein, c'est un long poème qui fait à peu près une soixantaine de pages. On a ceci, où est-ce que c'est? Dans la masse grise des foules uniformes, j'invente au point nommé un homme rouge vif. Mais lorsque diables en faction viennent découdre nos personnes, savons-nous qui nous sommes? Et donc du coup, quand on lit ça, eh bien, on se redit, bah, dans la masse grise des foules uniformes, j'invente au point nommé un homme rouge vif. On repense évidemment à cet éclat de rouge comme ça au milieu des dessins très gris, très anthracites, très brûlés un peu comme ça, qui donne cette impression aussi d'apocalypse brûlée. Donc bon, c'est un texte de réécriture des apocalypses, mais qui est vraiment très beau. Je vais en lire un autre extrait. Les anges se dégonflent, deviennent transgenres, surviennent épidémies, virus, pandémie, le tout s'agglutine, la note est salée. Le temps coule sans toi, j'apprends la force des choses, le torrent d'eau glacée, le cours menteur, le cri du gravier. Voilà, allez lire ça, c'est très très bien. Mae Boissel, 380 jours pour une apocalypse.
Et un texte que j'ai moins bien compris, j'avoue, et Peter Král, je sais que j'avais offert un livre de Peter Král à ma mère sur Prague, il y a quelques années, je ne sais plus très bien ce que c'était. Moi, je n'en ai jamais lu, je crois qu'il y a une anthologie du surréalisme, qui est des surréalistes tchèques, il me semble, de lui, mais bon, là, je n'ai pas ma bibliothèque sous la main, donc il faudrait vérifier. J'ai pas très bien compris ce texte, je dois avouer. C'est un texte qui raconte un parcours, qui raconte un retour aussi sur un passé mémoriel. C'est de toute évidence une sorte de bilan, de poème dans lequel un personnage revisite des lieux qui sont des lieux chargés d'histoire, en fin de vie, ou en tout cas sur le tard. Et c'est bien sûr autour de la ville de Prague. Alors, j'ai peut-être pas tout compris parce que je ne connais pas Prague, peut-être que ça ne m'a pas aidé. Ça m'a fait penser par moment seulement, mais ça m'a fait penser à la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France de Sandrars, qui est un modèle auquel on pense. Bon, comme je ne suis pas sûr d'avoir bien compris et comme je ne veux pas dire de bêtises, je vais en lire un extrait et je vais lire la page 40. Parfois, le désir trouble aussi le regard des dames sur les toiles anciennes. Un autre jour, nous ne découvrons que l'exotisme de la plaine d'un aéroport désert. Un détour à deux est souvent plus important qu'une embrassade. Il suffit de rire aux os d'un même ours ou d'une même cage vide, rentrer la nuit par un même quartier désert, voyager ensemble comme on sort simplement sur le seuil face à une rue éventrée par des travaux. Un Jan de Prague se tient ensuite en Estonie près d'un rocher, du littoral, comme s'il l'écoutait attentivement. Un autre vient encore aujourd'hui nous accueillir dans l'entrée d'une maison solide, où au-delà des vitres colorées, sur les paliers, il y a aussi un jardin avec une barre à tapis. Voilà, il y a d'autres textes que je m'étais notés, bon, je lis celui-là, c'est Ce qui s'est passé de Peter Král, toujours aux éditions du Réal Gare, collection L'Or Piment. Il y a deux autres livres dont je voulais parler, mais je n'ai plus que 3 minutes. C'est La cartomancienne de Machado de Assis et La dissipation de Nicolas Richard. Eh bien, La dissipation de Nicolas Richard, je ne veux pas le bâcler en quelque sorte en 3 minutes, donc je le garde pour plus tard, je le signale déjà. Et renseignez-vous, tiens, préparez vos devoirs pour la prochaine fois, je plaisante. Hein. C'est des formations professionnelles, ça. Mais je vais parler brièvement de ce recueil de Machado de Assis, La cartomancienne. Machado de Assis, je ne le représente pas, j'en ai parlé dans la dernière ou avant-dernière vidéo à propos de ma lecture de L'Aliéniste. C'est un écrivain brésilien du 19e siècle extrêmement, extraordinairement important, pour moi vraiment sous-lu, pas assez lu. Enfin, c'est un immense classique pour moi du 19e siècle, je le mets vraiment au niveau de Gogol, de Maupassant, enfin c'est vraiment une figure essentielle du 19e siècle, de Thomas Hardy, tiens, drôle de comparaison, c'est pas du tout comme Thomas Hardy en fait. Et là, ce sont des récits qui ont été publiés aux éditions Ombre, cette petite collection qu'on voyait beaucoup à une époque. Je pense que c'est des éditions qui n'existent plus. Je ne suis pas du tout dans le milieu du livre, donc moi il y a plein de choses que je rate. Publié en 1997, et la traduction ici est d'Adrien Delpech. C'était une première édition publiée pour la première fois en 1910, donc peu de temps après la mort de Machado de Assis. Et alors, ces nouvelles sont absolument extraordinaires, elles sont bouleversantes, elles sont fines, elles sont précises, elles ont un côté comme ça extrêmement cynique par moments, mais c'est très curieux, Machado de Assis. Il n'y a à peu près aucun écrivain qui me fait cette impression, qui me donne cette impression d'un mélange de noirceur et de tendresse, de cynisme et de détachement d'une part, et de prise avec les personnages d'autre part. C'est très très étonnant. Alors c'est peut-être moi qui le surinterprète, mais je trouve ça vraiment très très étonnant. Je vais juste lire la fin d'une nouvelle qui s'appelle La cause secrète, et je ne vous parle pas du tout du contexte, je vous dis juste la fin, et la fin doit normalement vous intriguer. Garcia s'était approché du cadavre. Il avait soulevé le voile et contemplé depuis quelques instants les traits de la défunte. Puis, comme si la mort spiritualisait tout, il s'était incliné et l'avait baisé sur le front. Ce fut à ce moment que Fortunato arriva à la porte. Il demeura pétrifié, ce ne pouvait être la caresse de l'amitié, ce devait être plutôt l'épilogue d'un roman d'adultère. Notez qu'il n'éprouvait aucune jalousie, la nature l'avait constitué de telle sorte qu'il était exempt de jalousie et d'envie, mais non de vanité,
laquelle est tout aussi capable de ressentiment. Il regarda stupéfait en se mordant les lèvres. Cependant, Garcia s'inclina une seconde fois pour baiser le cadavre, mais n'y tenant plus, son baiser éclata en sanglots, et ses yeux ne purent contenir les larmes torrentielles d'amour silencieux et d'irrémédiable désespoir. Fortunato, de l'embrasure où il se trouvait, savoura tranquillement cette explosion de douleur morale qui fut longue, très longue, délicieusement longue.